Alors, prendre soin, ça vous dit? Est-ce que nous avons conscience, et c'est la première réflexion que je voudrais faire, que nous sommes nés nus et quelqu'un nous a habillés, nous avons très vite été assoiffés et quelqu'un nous a abreuvés, nous avons été affamés, quelqu'un nous a nourris, nous étions quasiment prisonniers de nos corps, un tout petit bébé ne maîtrise pas grand chose et eh bien, on a pu nous libérer de toute cette petite prison et puis nous étions comme des étrangers, des extraterrestres débarquant sur Terre et on nous a accueillis. Et au fond, dans notre commun, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, le prendre soin est originel. Et notre vie a dépendu de tous ces soins, de cette tendresse qui nous a été donnée et sans laquelle nous n'aurions pas subsisté. Et puis, nous le savons bien, à l'autre bout de notre vie, un jour ou l'autre, eh ben, il y aura des personnes, si c'est déjà arrivé bien des fois, qui prendront soin de nous lorsque nous en aurons besoin vitalement pour nous conduire jusqu'au terme de notre existence. Prendre soin, c'est vraiment un commun qui nous relie fraternellement. Les deux seuls événements qui sont comment dire, unique dans toutes nos vies et également commun à tous, c'est bien lorsque nous avons survécu jusque-là à la naissance, donc ça nous concerne tous, on est tous sortis du corps d'une femme et on a tous à ce moment-là été accueillis, et puis c'est la mort, qui est aussi une occasion de fraternité universelle, un commun qui nécessite les deux d'avoir des passeurs, hein, des sages-femmes au début comme à la fin pour nous accompagner dans ces processus qui sont des processus où on a besoin des autres. Deuxième réflexion, je pense que vous suivez toujours, eh bien, au fond, encore aujourd'hui, nous avons besoin qu'on prenne soin de nous. Hein, peut-être qu'on fait les beaux, peut-être qu'on a l'impression de s'être fait tout seul ou d'être autonome, mais c'est pas aux membres du courant pour une écologie humaine et à ceux qui travaillent le CAP 360 qu'on va mentir. Nous sommes dans une grande interdépendance. Même pour un simple verre d'eau fraîche, si j'ai soif, j'ai besoin de technologie. Je ne parle pas seulement du verre, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation, nous sommes dans une société de technologie, et au fond, plus on se spécialise, et plus on doit compter les uns sur les autres, et plus on a besoin de compter sur les autres pour des gestes de notre vie tout simples. Si on devait réfléchir à tous ceux qui, professionnellement ou bénévolement, prennent soin de nous du matin au soir d'une seule journée, peut-être qu'on aurait des surprises, on se rendrait compte à quel point c'est quelque chose d'universel. Et puis je voudrais, troisième réflexion, exprimer que nous sommes finalement tous soignants et tous soignés. Ça revient un peu à ce que j'ai dit, tous soignants, nous sommes tous appelés de proche en proche à entendre, à écouter les besoins des autres. L'homme a besoin d'autrui pour se connaître, il a aussi besoin d'autrui pour avancer dans la vie, et que ce soit dans un couple, entre conjoints, dans une famille, entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, enfants et parents, etc. Que ce soit également dans une famille peut-être plus élargie, et puis dans l'entreprise, dans les associations, ici dans le courant, on a à un moment ou à un autre cette nécessité de prendre soin les uns des autres. Et ça passe par la compréhension des besoins fondamentaux de l'être humain. Nous avons besoin pas seulement d'eau fraîche et de nourriture et de vêtements, nous avons besoin de reconnaissance, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin que des personnes concourent à faire que nous puissions vivre le mieux possible. Et alors je vais aller maintenant dans peut-être une petite réflexion sur la nécessité d'aller dans la proximité pour le prendre soin. Cette société écranique des écrans ou digitale peut-être nous coupe davantage les uns des autres qu'elle ne nous relie. Ceci dit avec prudence, parce que la technologie nous permet de nous adresser en ce moment les uns aux autres, nous permet de nous relier par téléphone. Il ne s'agit pas de jeter le bébé de la technique avec l'eau du bain, mais peut-être de se rappeler que nous devons humaniser nos relations par la proximité dans ce prendre soin. Alors, je pense notamment à des besoins d'écoute. Hein. Nous avons besoin de pouvoir nous exprimer même pour découvrir qui nous sommes et donc d'avoir une oreille attentive. Nous avons besoin, et ça c'est déjà prendre soin, que de pouvoir écouter et reformuler. Nous avons besoin d'un regard qui soit à juste distance, un regard avec une garde du cœur et aussi une capacité de regarder vraiment ce que nous pourrions avoir tendance à fuir. Et dans ce regard aussi, il y a une dimension déjà soignante. Le médecin le sait bien quand il observe son patient, mais nous nous sentons bien aussi lorsque nous ne nous regardons plus, lorsqu'on détourne son regard de nous, lorsque peut-être nous avons l'impression d'être comme des meubles, là où nous travaillons, là où nous vivons. Eh bien, prendre soin, c'est aussi avoir ce regard. Et je terminerai sur les gestes.
La relation de corps à corps à une juste distance est extrêmement complexe dans ce prendre soin. Et j'ai souvent remarqué à quel point ce sont nos gestes qui sont peut-être premiers. Et ce geste, par exemple, je pense à cette personne qui avait été torturée par un nazi et qui va prendre soin ensuite de son bourreau à la fin de la vie de celui-ci et qui a pu exprimer que lorsqu'elle avait accepté d'ordonner à sa main de tendre sa main donc vers la main de l'autre et que sa main a été prise, elle a senti le pardon passer par son cœur, passer par sa main. Autrement dit, et j'ai vécu aussi à bras ouverts avec certains jeunes plus difficiles, quand nos gestes posent ces gestes du prendre soin que peut-être nos cœurs n'éprouvent pas, alors ils contaminent nos cœurs, et donc la proximité des corps, dans la tendresse, dans la juste distance, permet aussi de prendre soin de façon ajustée parce que c'est le corps qui parle. Bonjour, je suis Martine Oreilly et comme vous l'avez compris, donc j'ai deux activités principales qui remplissent bien mes journées, qui me donnent beaucoup de bonheur et de joie profonde. C'est l'accompagnement des personnes, donc dans deux axes, mais qui rejoignent vraiment l'homme et dont le centre est l'homme, dans toutes les dimensions de son être. C'est l'accompagnement de personnes et de cadres principalement en retour à l'emploi, et puis d'accompagnement en thérapie vitose qui aide les personnes, en tout cas dans les deux cas, des personnes souffrantes, à mieux se retrouver, à se consoler, à connaître ce qu'elles sont profondément et quels sont leurs atouts, leurs points forts, leurs talents, pour pouvoir en faire profiter le monde et déjà en profiter elles-mêmes. C'est se retrouver en cohérence entre l'être et la vie. Je parle souvent et je vois bien les bienfaits que ça peut apporter à la personne de se retrouver en cohérence et de ne pas être écartelée dans quelque chose qui leur est demandé et pour lesquelles elles ne sont pas ni faites ni qualifiées d'ailleurs. Donc c'est la cohérence, se retrouver entre l'être et la vie qui me semble porteur de joie profonde et féconde également. Donc se réaliser à travers ce que l'on est profondément demande de prendre soin de soi, c'est le thème de la soirée, de l'intervention d'aujourd'hui. Et comment prendre soin de soi? Déjà en se reconnectant à soi-même, en sachant ce qui est bon pour soi, que ce soit par la recherche d'un travail, mais également que ce soit par la vie plus globale de la personne dans sa dimension familiale, sociale, associative, professionnelle bien sûr. Donc ces deux démarches demandent un investissement de la personne vis-à-vis d'elle-même, un travail d'introspection et d'humilité, de confiance également à travers toutes ces démarches qui demandent beaucoup d'humilité, pour laquelle je suis extrêmement admirative. Je m'émerveille chaque jour de voir la confiance que portent les personnes à travers ces démarches que j'utilise et ce regard bienveillant qu'elles peuvent retrouver sur elles-mêmes, qui génère de la confiance, qui leur permet de retrouver leur place, de repartir, de se remettre en marche. Ça, je le vois tous les jours. Et comment? Simplement en faisant appel à un tiers qui n'a pas besoin de comprendre toute l'histoire, qui n'a pas besoin de connaître forcément de manière approfondie la personne, mais c'est aider la personne à trouver en elle la solution, parce que la solution, elle existe dans chacun de nous. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est défaire les nœuds, apaiser les souffrances, se reconnecter à ce qu'elles ont vécu de fort, d'intense, de joyeux. Et la démarche est simple, c'est simplement se reconnecter à soi-même, se reconnaître dans ses points forts et pas forcément dans ce qui a été le désir de l'environnement, des parents, du milieu socio-culturel, etc., ce qui doit être fait, comment on doit le faire, etc. C'est s'autonomiser dans ce qu'elles sont profondément. Et ça, c'est vraiment un cadeau total que se font les personnes quand elles décident de faire cette démarche. Bien sûr, souvent orienté par le bouche à oreille, c'est vraiment le réseau qui marche aussi pour cela. Mais quel cadeau elles se font, et d'ailleurs il y a des témoignages que je peux avoir et que nous avons chez ACT, dans l'association dans laquelle j'interviens, ces personnes qui simplement se disent, mais au fond c'était simple, mais ça a demandé ce passage d'introspection, d'investissement de soi,
c'est prendre des risques que de s'exposer comme ça vis-à-vis d'un consultant qui ne les connaît pas, mais qui les accueille, qui ne les juge pas. C'est ni bien ni mal, on accueille les personnes comme elles sont, avec ce qu'elles sont complètement, et c'est source vraiment de réconfort, de consolation. Moi, je vois beaucoup de personnes très consolées de ce qu'elles ont vécu avant, de ce qui les a blessées. Et que, ouais, il est urgent de prendre soin de soi, ça j'en suis tout à fait certaine, pour être beaucoup plus ajusté déjà à soi-même, mais ce qui permet aussi d'être beaucoup plus ajusté aux autres, au monde et aux situations heureuses ou moins heureuses qui nous arrivent. Voilà, merci. Je crois pas avoir suffisamment, ou en tout cas pas très bien parlé de la méthode Vitose. Donc, pour vous expliquer, c'est une méthodologie qui a été élaborée par un médecin généraliste qui s'appelle Vitose. C'est pas un déroulé d'un cycle. Vitose, c'est vraiment le nom d'un médecin généraliste qui a travaillé sur en tout cas l'expérience qu'il avait comparativement entre le monde oriental et le monde occidental, en mettant un point sur le fait que notre monde occidental est extrêmement parasité. Toute personne est toujours en train d'avoir un cerveau qui est lugubre, qui pense de manière pas forcément très logique, qui passe d'une idée à l'autre. Il parlait d'ailleurs de vagabondage cérébral, donc on voit bien ce que ça peut dire et comment arrêter cela, parce que c'est extrêmement fatigant pour le cerveau et donc il a invité les personnes et il a développé une méthodologie extrêmement structurée à repasser par des sensations pour ralentir le temps, voire arrêter le temps et apprendre à vivre l'instant présent. Donc ça, c'est vraiment aussi une découverte et dont tout le monde est capable de faire, puisque c'est redevenir un enfant et redécouvrir le monde qui nous entoure à travers les yeux d'un enfant, la fraîcheur des sensations et l'émerveillement des sensations en arrêtant l'instant. Prendre soin les uns des autres dans la famille est une expérience quasiment évidente. Pourquoi ? Parce que dans la famille, c'est le lieu où on peut laisser montrer aux autres notre fragilité. Et donc forcément, la fragilité vécue dans la famille implique qu'on prenne soin les uns des autres. Alors évidemment, il y a des fragilités plus évidentes, comme la fragilité des enfants, des bébés, la fragilité des personnes malades, des personnes handicapées, mais pas seulement. Pas seulement, toute personne dans la famille fait l'expérience à un moment ou à un autre d'être en situation de faiblesse ou de fragilité. Donc, cette faiblesse nous permet dans la famille un apprentissage pour prendre soin les uns des autres. On comprend qu'on est dépendants les uns des autres et du coup, on peut apprendre. Parce que ça s'apprend. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend la valeur de la vie humaine. On apprend le goût de vivre, les raisons de vivre, parce qu'on est aimé et que cet amour nous donne des raisons de vivre. On apprend aussi la notion du courage, parce que pour surmonter la fragilité, on est bien obligé, la personne fragile, dans cette période de fragilité, est obligée de déployer du courage pour surmonter ou moins supporter cette fragilité, parce qu'il y a du courage nécessaire aussi dans le fait de porter assistance à celui qui est fragile et faible. Et enfin, il y a aussi cette valeur des encouragements que l'on peut se donner en famille. C'est là qu'en s'encourageant les uns les autres, on fortifie notre courage commun pour affronter cette fragilité de la vie. Une autre valeur que se prendre soin les uns des autres en famille nous donne, c'est une attention particulière au corps de l'autre. Le fait de le laver, de le nourrir, nous montre que ces actes simples de la vie ne manquent pas de noblesse, ne sont pas simplement des actes triviaux, ils ont une vraie valeur et on peut les accomplir en les mettant au service de la personne. Voilà, ils ont un aspect noble et ils nous apprennent à toucher l'autre d'une manière unique. Une autre valeur qui se développe dans le fait de prendre soin dans la famille, c'est le fait de se mettre au rythme du plus lent. C'est
indispensable dans la vie familiale. Et du coup, il y a un ralentissement qui se fait en permanence dans la vie familiale pour se mettre au rythme de celui qui est le moins rapide. Et ce ralentissement donne le juste rythme de la vie. Enfin, il y a quelque chose qui est une expérience qui est universelle que l'on vit au sein de la famille d'une manière qui n'est pas décourageante, c'est l'expérience de la fatigue. Qu'on soit plutôt en forme ou qu'on soit malade, de toute façon, dans tous les cas, on va tous affronter cette expérience de la fatigue journellement. Et cette expérience de la fatigue nous met un petit peu tous sur un pied d'égalité. Et il va falloir qu'on prenne en charge cette fatigue, qu'on prenne soin les uns des autres pour prendre en charge cette fatigue qui est inhérente à la vie humaine. Et la prise en charge de cette fatigue, ça va être quoi? Ça va être notre capacité à tous, en famille, à créer les conditions propices au repos. Et ben c'est pas si évident, la capacité, ça s'acquiert, la capacité de savoir se reposer, cette capacité de prendre en charge la fatigue. Et pour créer cette atmosphère propice au repos, il y a quelque chose qu'on trouve à l'intérieur de la famille qui est unique, c'est la tendresse. Et en fait, la tendresse familiale est le lieu propice au repos et au dépôt de toutes les fatigues. Enfin, un autre aspect qu'on peut découvrir dans la vie familiale, c'est comment les uns et les autres, on prend soin de la féminité et de la masculinité des autres. Cette différence sexuelle au sein de la famille est aussi l'objet d'un soin particulier. Alors, elle est l'objet d'un soin particulier, particulièrement dans l'intimité sexuelle des parents, évidemment, où l'intimité sexuelle, c'est le lieu où un homme et une femme prennent soin mutuellement l'un de l'autre de ce qui est féminin et de ce qui est masculin. Et donc, c'est un lieu, normalement, qui est un lieu de repos et de réparation. Et cette délicatesse développée progressivement et de manière riche pour accepter cette complémentarité, cette différence homme-femme dans l'intimité va rejaillir sur le reste de la famille et profiter au reste de la famille. Et donc ce soin très intime en fait va permettre au féminin et au masculin de chacun dans la famille de s'exprimer de manière harmonieuse et non pas dans une lutte, et du coup d'être valorisé aussi bien d'un côté que de l'autre. Cette valorisation des aspects de notre sexualité, de notre aspect féminin, de notre aspect masculin, est premièrement prise en charge dans la famille. Enfin, il n'y a pas de famille idéale où on prendrait soin idéalement les uns des autres, et donc forcément, en prenant soin les uns des autres, on va aussi se blesser. Et donc, se blesser les uns les autres, parce que nos comportements ne vont pas toujours être appropriés. Ça, c'est sûr, c'est évident, c'est notre réalité humaine. Et du coup, prendre soin les uns des autres en famille ne peut se concevoir que si on pense qu'on va toujours réajuster ses comportements. Alors, on pourrait introduire là la notion du pardon, mais le fait de prendre soin nécessite de toujours repenser, de toujours réajuster les comportements qu'on a les uns vis-à-vis des autres. En fait, j'étais à la rue, je cherchais un logement. J'avais un logement et un boulot, mais un logement provisoire. Parce qu'avant la rue, on a eu une vie en société, mais là, ça permet de faire un petit tremplin, quoi. On se pose, on dit moins de gros mots, on regarde l'autre, on vit des choses belles, je sais pas, c'est difficile à dire, hein, parce que quand on devient amis, on se calme, on se stabilise, on se pose, on ne dit plus où est-ce que je vais dormir demain, on n'est plus dans le... ça remue un peu moins là-haut, quoi. On vit, on fait des démarches, on est libre, on peut rentrer tard ou pas du tout, revenir le lendemain, on n'est pas jugé, donc ça c'est bien. Si on rentre, qu'on n'est pas bien, qu'on pleure ou qu'on rit, peu importe, les colocs ne nous jugent pas, ils nous prennent comme on est. Et nous aussi, on les prend comme ils sont. On est des frères et sœurs, on nous regarde avec un regard normal qu'on n'a plus dans la rue.